Mais j'ai l'impression quand même que l'Aston freine très tôt, pas au milieu de la piste, mais pas loin. Et donc Raelfrey est piégé. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, après il y a eu contact. J'ai envie d'avoir sur cet incident, sur ce jugement d'accident, une approche presque digne d'une auto-école en disant c'est à toi d'être alerte et de maîtriser C'est ton vrai. véhicule et de regarder ce qui se passe devant. Et C'est dans le virage Materazzi qu'il a pété les plombs. ah la Référence vache. au Oui, oui, je football l'ai. C'est vrai, c'est bon, en je l'ai. 2010. Voilà. Hmm. En 2006, pardon. Bien. Merci. Il y a des pilotes qui te racontent qu'ils ont failli, tu sais, c'est un peu les Ouais. croisés, les ligaments croisés au football, quoi. J'étais à ça d'être pilote titulaire chez Prost Grand Prix ou chez Jordan à telle époque. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai toujours le plaisir d'animer évidemment chaque semaine en compagnie du désormais célèbre rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Soit célèbre, je sais pas, mais en tout cas, Oh c'est si, oui, c'est non, mais c'est vrai, toutes les semaines on s'y tient quand même. on va le devenir célèbre, j'y crois, j'y crois. Le 33e numéro de notre podcast, en tout cas cette semaine, est dédié à la 5e et avant-dernière manche de la saison 2024 de LMS. Et elle s'est déroulée sur le circuit du Mugello pour la première fois. Peut-être pour la dernière fois, on y reviendra. En tout cas, c'était une belle épreuve, c'était une manche italienne animée. Et c'est le moins que l'on puisse dire parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en piste, vraiment avec des incidents en tout genre. Et on y reviendra dans quelques instants. On a une heure, on va se dire, pour cet Endurance Club où, vous le savez, on va vous donner des chiffres, des infos insolites, des statistiques. Et comme ça, eh bien, vous pourrez encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. On est tout simplement fan de ce format aussi de 4 heures qui là pour le coup, Geoffroy, a duré 4h20. On a ajouté 20 petites minutes de course parce qu'il y a eu une interruption de 20 minutes avec un drapeau rouge. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette piste du Mugello qui, franchement, a été spectaculaire, non? Moi, j'adore en fait le circuit et donc ouais, comme tu dis, ça a été rallongé parce que si je dis pas de bêtises, il y a eu 5 périodes de safety car et un fameux drapeau rouge. On est Oui, sur une course type 2024, tu sais, on l'avait dit en début de saison. Ça s'était un peu calmé quand même avec l'été, mais on est quand même sur des courses où il y a pas une course qui est simple, j'ai l'impression, cette année, que ce soit en ELMS, en IMSA, en WEC. Donc là, on est encore dans cette logique de carrément interruption au drapeau rouge. Bon, c'est pas si rare quand même non plus, mais voilà, format ELMS un peu classique avec beaucoup de contacts en piste. Je sais qu'on va en parler ensemble après. Et oui. sur le Mugello, bah écoute, moi j'adore. J'étais j'ai une petite attirance pour ce circuit parce que ça m'évoque les jeux vidéo, notamment Forza, j'ai beaucoup roulé là-dessus. J'adore le Ah ouais. tracé. Ouais, j'adore le tracé. Et puis, c'est aussi, moi, ça me fait un petit souvenir de. C'est bête, hein, c'est un souvenir récent, mais de Formule 1, où c'était un des premiers, si ce n'est le premier circuit, je crois, où la Formule 1 a repris après le Covid-19. Donc, Ah, t'as raison, c'était un des premiers. Oui, oui, c'est vrai, t'as c'était raison. en Mais tu vois, j'avais même septembre. oublié. Il y a Ah eu ouais, un ouais, énorme crash d'ailleurs. ouais, en fait, ce circuit, donc c'était le Grand Prix de Toscane, et j'adore parce que le circuit est, et ça aussi on va en parler, peu utilisé par les pilotes. Enfin, c'est pas un circuit sur lequel il y a énormément d'épreuves, c'est plus un circuit typé moto, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ou en tout Et cas, circuit et d'essai. aussi, ouais, voilà, il y a aussi circuit d'essai, track day, enfin voilà, il y a beaucoup d'événements, mais peu de compétitions auto majeures, on va dire. Et du coup, ça donne souvent du spectacle parce que et le tracé est spectaculaire, et vu que les pilotes ont moins de repères, ils sont moins sur une ligne robotisée comme au Paul Ricard, tu vois, on va dire. Donc ça donne quand même beaucoup plus de spectacle. Et là, clairement, bah, on en a eu, mais on a eu beaucoup de contacts en piste aussi. Oh oui, ça c'est clair. Bah, c'est un circuit qui appartient à Ferrari, hein, ça tout le monde le sait, mais on le rappelle depuis Ouais. 1988, le circuit du Mugello. C'est une date qui me parle. Enfin, une année, pardon, qui me parle. C'est vrai. Mais bon, quand on met 43 voitures sur une piste comme ça, Non, ouais, avec non, plusieurs non. catégories, voilà, on peut s'attendre à quelques petites incompréhensions, c'est tout à fait normal. En tout cas, avant de revenir là-dessus et d'évoquer donc les différentes phases qui ont émaillé cette course, on peut le dire, oui, Geoffroy, c'est une saison complètement folle, que ce soit en WEC ou en ELMS. Cinquième vainqueur différent en 5 courses, franchement, c'est du quasi jamais vu, hein. Et bah c'est ça, en fait, on continue, nous, ça, on vous l'a dit, hein, ça nous fait plaisir de voir ça, parce que ça veut dire que le championnat se porte bien et qu'il y a de l'intensité. Il se portait très bien quand c'était WRT ou Prema qui était au sommet, mais Oui, c'est encore mieux, ça apporte encore plus de piment d'avoir cette diversité de vainqueurs. Donc ouais, 5 vainqueurs en 5 courses, franchement, que rêver de mieux. Et ça ouvre aussi
La lutte va être intense pour les victoires dans les différentes catégories pour le classement final, je veux dire pour le championnat. Parce que en Pro-Am aussi, il y a eu un petit raté de ceux qui normalement sont toujours devant, si tu vois de qui je veux parler. Exact. Et en GT3, c'est pareil, en LM GT3, c'est juste incroyable le nombre de voitures qui sont encore prétendantes mathématiquement. Je sais que, bon, dans les faits, il n'y en a pas tant que ça, mais mathématiquement, en tout cas, il y a quand même 9 voitures, je crois, qui sont en lice pour le titre. Donc c'est quand même énorme, à une épreuve de la fin. C'est incroyable, quoi. Moi, j'ai hâte d'être à Portimao. Alors, j'ai fait école buissonnière. Je suis désolé, hein, j'ai évité Mugello. J'étais au 24 heures camion. On peut pas être partout. Mais Anthony Coppi m'a remplacé idéalement. Donc, j'ai quand même eu un œil, évidemment, au Mugello. Franchement, quelle course, quelle intensité là aussi. Et tu as raison. Pour le gain du titre, ça va être dingue. Il y a peu d'écart. C'est vraiment quelque chose de formidable, je trouve en tout cas. On a eu une course qui a été remportée par Iron Lynx, donc l'équipe qui finalement cette année s'est pas trop montrée. Alors on parle beaucoup d'Iron Lynx, Iron Dames, etc. Mais je parle en LMP2, c'était plus compliqué, hein. Ils n'arrivaient pas à trouver les réglages, etc. On va dire que là c'est une logique qui est respectée parce que ils s'entraînent quand même relativement souvent. L'équipe Prema en fait qui est aussi avec Iron Lynx derrière ce programme. Donc il y a pas mal de données. Et c'est pas étonnant, eux liment cette piste et connaissent cette piste, hein, ces pilotes de chez Iron Lynx. Donc voilà, on va dire qu'il n'y a pas de hasard et tant mieux, ils ont profité de cet avantage, ce petit avantage qu'ils avaient cette année pour décrocher cette victoire. Ça fait longtemps qu'ils tournaient autour du podium, etc. Là, c'est carrément le succès et ça a été pas immérité, si je puis dire. Ils sont vraiment allés le chercher, hein, ce succès. Et ils sont passés à travers les embûches parce que contact, sortie de piste, il y a eu 1h06 de safety car, 18 minutes de virtual safety car, 26 minutes de red flag et de drapeau rouge, mais on a rajouté 20 minutes, on l'a dit. Et des incompréhensions, là, je voulais te solliciter là-dessus. Alors, entre LMP2 et GT3, on va dire que on est habitué, entre guillemets. Voilà, parce que tu as parlé d'une voiture qui était en Pro-Am, l'MP2 Pro-Am généralement aux avant-postes, c'est Alessio Rovera sur la 83. Ça va pas faire plaisir à Rachel et tous les supporters de AF Corse et de l'équipe de François Perrodo. Mais en tout cas, il y a eu incompréhension entre Rovera et Hamaguchi. C'était dans le premier Arabiata, ça a été un peu optimiste, je pense, de Rovera. On va voir, en tout cas, il a été pénalisé. De Gérus et Cameron, donc une LMP2, une LMGT3 encore, mais aussi, et c'est là où je veux te faire intervenir, des incompréhensions entre voitures de la même catégorie. Moi, j'ai dénombré, alors peut-être que je suis même loin du compte, mais 3 incidents en LMP3, 3 incidents en LMGT3, 1 ou 2 incidents en LMP2, entre 2 voitures de la même catégorie, je veux dire. C'est quoi? C'est le tracé, tu penses, qui a fait cette explication-là? C'est le tracé, et puis c'est aussi quand même ce qu'on vient de dire juste avant, l'intensité, je pense, de la lutte pour les différentes catégories. Chaque place est hyper importante, donc ouais, je pense que le tracé il fait beaucoup parce qu'il est très... on se repose jamais, j'ai l'impression, au Mugello. Non, même la vrai. ligne droite, on se repose pas puisqu'elle est en... Elle est pas droite. Déjà, elle est pas droite, et 2, elle est pas non plus plate. Enfin, elle est pas... tu vois, il y a pas un... On l'a bien vu avec l'incident qui a impliqué Raël Frey notamment et Claudio Schiavoni. En fait, c'est toujours spectaculaire. Le Grand Prix de Formule 1 dont je parlais en introduction, pour moi, c'était ça. C'était vraiment le côté hyper intense. Moi, ça m'a un peu raccroché aussi avec la Formule 1 à l'époque en me disant, mais ça peut être spectaculaire, tu vois. Et donc, ouais, je pense qu'il y a ça. La fin de saison, le côté, les pilotes, ils commencent à être fatigués, à se relâcher. Ça, j'y crois pas du tout parce qu'ils sont toujours concentrés et ils sont toujours dans ce qu'ils ont à faire. Mais par contre, ouais, le manque de connaissance du tracé et le fait qu'il est aussi un peu quand même à l'ancienne où tu as t'as les vibreurs. Et puis au-delà des vibreurs, t'as du gravier ou t'as de l'herbe. Et ça, c'est un truc qui s'oublie aussi, mais rouler sur de l'herbe à haute vitesse, il y en a qui arrivent à le faire en Nürburgring par exemple, mais quand t'as pas les roues droites ou quand t'es surpris, machin, c'est quand même un élément aussi différent, donc je pense que ça s'explique comme ça. Après, ils ont été sages, comme en WEC, ils écoutent aussi les consignes, hein. Le premier tour, il n'y a pas eu d'incident majeur au premier virage. Non, c'est vrai. Donc il faut quand même noter ça aussi, je veux dire, on n'est pas non plus face à des cancres. Le premier virage a été bien. Ça paraît gros quand on explique qu'il y a eu 6 phases de safety car, que ça dure 1h06, etc. Maintenant, en fait, c'est juste que les dégâts qui ont été faits sur le circuit ont été un peu importants et donc on demandé au commissaire de travailler. Mais sinon, il n'y a pas eu trop d'incidents. On a attendu les 20 premières minutes, je crois, avant d'avoir la première petite sortie de Andrés Lator. Sa première, malheureusement pour lui, avec la LMP2 de chez DKR.
Bon, c'est vrai que c'est compliqué de manier ces autos sur un tracé exigeant qu'on connaît peu, donc Mais voilà, il y a comme on tu peut le dis, il y a eu comprendre. pas mal de touchettes et aussi des crevaisons qui sont sans doute des conséquences de touchettes parce que les mecs Oui, roulent sur des débris et où quand ils se touchent, bah, il y en a un qui avec un aileron vient carrément clipper un pneumatique. Enfin, c'est vrai que ça a été intense. Et puis il y a aussi le format. Enfin, pour finir de répondre à cette question-là, je pense qu'on est habitué aussi sur le format de 4 heures. Ouais, c'est une course d'endurance, mais ça reste quand même dans l'état d'esprit plus un sprint qu'une course d'endurance, on va dire. Surtout quand il y a c'est des vrai. safety cars tout le temps. En fait, chaque relance, c'est comme un nouveau départ. Faut se dire que dans la voiture, dès que tu sais que ça va repartir, que le full course yellow, que le safety sort de voilà, et que ça va repasser au vert, les pilotes se remettent en mode départ. Donc voilà, c'est dangereux Entièrement. aussi. Tu sais, c'est ce qu'on dit aux États-Unis, les jaunes appellent les jaunes, yellows bring yellows. Eh bien là, c'est pareil, bah, ça a été même yellows bring red, hein, là, on va dire, hein, si on veut C'est un peu ça, être. ouais. Bah oui, non mais t'as raison. En fait, quand tu regardes le nombre d'incidents qui se sont passés juste après une relance, c'est assez intense parce que c'est là où les pilotes essaient de grappiller des places. On est bien d'accord. On y reviendra sur ce drapeau rouge. Ouais, Avant ouais. ça, quand même, je voulais vraiment souligner le week-end parfait de Iron Lynx parce que il y a eu Ouais. la pole position de Matteo Cheroli d'un cheveu face à un Charles Milesi qui généralement est exceptionnel. Bon bah là il l'a été, mais pour quelques petits millièmes, c'est Matteo Cheroli qui, en tant que maître des lieux, on va dire, a réussi à faire la pole. Il a fait le meilleur tour en course. Jonas Reed a été intelligent au départ et prudent, donc le premier relais, il n'a pas cherché à résister à tout prix. Ok, il s'est placé en embuscade, mais c'était très bon. Le relais de Matteo Capietto, il a même repris la tête de la course avant le fameux drapeau rouge. Et puis Matteo Cheroli, qui à la dernière relance a parfaitement géré. Ça fait écho à ce qu'il a montré avec Lamborghini, parce qu'il est en GTP, hein, en Ouais. IMSA, et en WEC également, avec sa performance à Indianapolis, hein. Donc voilà, il confirme. Je voulais vraiment souligner que les trois avaient fait un bon travail dans leurs relais respectifs, donc c'est pas une victoire volée, loin de là, quoi. Enfin, vraiment, ça a Ouais, été solide. et puis comme tu l'as dit aussi, il y a un côté connaissance de la piste sans doute, que ça soit par les pilotes ou par l'équipe qui exploite la voiture. C'est la troisième fois de suite en ELMS cette saison. Attention, je sors une stat que tu n'as pas. Non, mais tu l'as peut-être trouvé, mais c'est la troisième course de rang en tout cas où c'est la voiture qui part en pôle qui gagne. Et Ah non, je l'avais pas. en fait, c'est un truc qu'on est un peu habitué en Formule 1 quand même, hein. Oh, je fais un Oui, petit mais pas tacle trop en gentil, endurance. mais Eh, t'as raison. ouais, ouais, en endurance moins. Et en fait, ça, je sais pas quelle conclusion en tirer, mais en tout cas, on n'avait pas eu ça sur les deux premières manches, que ce soit au Paul Ricard ou à Barcelone. Et là, ça fait 3 courses que c'est comme ça. Alors, je sais pas, est-ce que ça veut dire que les manches sont tellement hachées, tu sais, coupées avec des full course yellow, des safety cars, que finalement, avoir cette fameuse track position et donc être devant et faire le boulot, finalement, déjà, ça te donne un avantage de fou. Je pense pas, parce que quand tu regardes la physionomie de la course, ils ont quand même pas été tout le temps devant. Ils ont été aux avant-postes, mais ils ont pas toujours mené. Donc, en fait, je sais pas, mais je trouve ça marrant comme stat, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, à Imola, on aurait pu penser que c'était une procession, mais pas du tout, parce que l'équipe Panis Racing, certes, était au-dessus du lot, mais ensuite a été capable de revenir et de Et puis elle a remonter. perdu, et puis Ah, elle a regagné, finalement. oui, c'est vrai. Ta statistique a failli pas être bonne. Euh, à Spa-Francorchamps, bah, l'équipe AOBA ITF était très rapide, toujours pareil, en qualif et dès le début. En fait, je pense que c'est quand ça se goupille bien Mhm. d'entrée, dès les essais et ensuite en qualif, que je dirais que la confiance est là et que si les réglages sont bons, c'est plutôt solide. Maintenant, c'est pas comment dire quelque chose de gravé dans le marbre parce que quand tu vois le rythme de l'équipe Panis Racing, ça pouvait gagner aussi. Je crois qu'ils se sont fait avoir un peu à la stratégie avec des undercuts qui ont été réussis, Ouais, notamment par Algar Pro ouais. Racing. Alors là, moi, je suis assez bluffé. Algar Pro Racing réussit encore à se placer, mais c'est vraiment en dents de scie. Tu vois, ils ont réussi à être deuxième à Barcelone. Mhm. Pourtant, ils ont un bel équipage parce que bah, généralement, quand tu as Alex Lynn dans un équipage, de toute façon, c'est beau. Ça va. Après, voilà, Matthias Kaiser, lui, c'est le pilote Silver qui, en entrée de course, doit placer la voiture et c'est pas toujours facile. Il y a que Oli Caldwell, voilà, où lui est protégé ou était protégé d'Alpine, où j'ai un petit peu plus de mal. Il est pas mauvais, mais voilà, c'est pas un foudre de guerre pour moi en tout cas. Voilà, ça y est, fallait bien que j'en taille un, c'est bon, c'est C'est vrai, fait. c'est vrai. Et là, ben, vraiment belle perf. Alors, je dois dire quand même que j'imagine que le fait que la course ait été hachée fait que Lynn était encore dans le match. Et comme Alex Lynn est un super pilote que vraiment je porte dans mon cœur et qui en plus est sympa, Mhm. et ben ça peut expliquer que l'undercut ait été réussi sur Panis Racing pour terminer deuxième. Mais bon, en tout cas, c'est
quand même une belle performance. Et du coup, bon, ils restent loin au championnat et ils n'ont pas la possibilité de jouer le titre, mais ils peuvent jouer la deuxième position. Et j'ai envie de t'entendre, parce que tu m'as lancé tout à l'heure, Ah, pareil, je vais te mettre sur un tremplin et t'es lancé. J'ai envie d'avoir ton avis sur la performance, enfin sur le début de course notamment, chez Inter Europol avec Clément Novalak au volant. ah oui, Parce que, tu le sais, c'est un peu un running gag, mais je suis pas un grand fan de cette livrée jaune et verte, que je commence quand même à apprécier, j'avoue. ah À merci. force. Non, je commence à. Mais alors, c'est une équipe qu'on voit de plus en plus. On les voit notamment l'année dernière avec la victoire aux 24 heures du Mans, avec victoire au Castellet cette année. Enfin voilà, à Daytona aussi, enfin aux États-Unis, ils ont quand même fait de grandes choses aussi. Donc on Et les ils sont voit de leaders plus du en plus. championnat. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ce début de course, puisque Novalak il partait quatrième et en fait il a pris le commandement quoi. Ben, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé pareil en Italie mais à Imola avec Luca Giotto dans la voiture parce que Giotto partait loin en Italie, je crois qu'il s'était un peu raté à Imola et Mm. il avait fait une remontée de malade pour être en première position. Il me prouve, j'allais dire, que cette voiture elle est bien réglée. Clément Novalak, faut pas se oublier quand même que Paul Ricard il est un ou deux hein, quand il abandonne sur un problème de boîte de Oui, vitesse. c'est vrai, exact. Donc Ouais. non, non, cette voiture, faut pas la mettre tout de suite trop loin. L'équipe Inter-Europol, moi, je la trouve vraiment solide. Mm. Honnêtement, que ce soit. De toute façon, c'est pas un hasard. T'as la 43 qui a perdu la première position parce que là, cette course, ça s'est moins bien passé. Ils ont terminé 8e. Il y a eu des contacts, des pénalités. Ils restent quand même en lice pour le titre hein, européen Le Mans Series. Ils sont deuxième avec 67 points. Mais bon, on va dire que c'est pas elle qui s'est montrée. Mais la 34 était là, au rendez-vous. Et franchement, le rythme de Clément Novalak a été vraiment on point, comme on dit. C'est dommage parce que, on va dire que cette physionomie de course fait que quand tu essaies de t'échapper et de creuser l'écart, t'es pas forcément récompensé parce que de toute façon, tu sais qu'il va y avoir des safety cars. Donc, Ouais. dommage, il y a eu peut-être un petit peu trop de consommation à ce niveau-là, mais ils ont montré. Et ce que j'apprécie, et tu l'as rappelé, ce que j'apprécie, c'est qu'ils se montrent en LMP2, en LMP3, aux Oui, États-Unis, oui. en Europe, en WEC. Franchement, l'équipe de Sacha Fassbender, moi je trouve que elle a quelque chose. Et tu vois les pilotes qu'ils ont accueillis. Je veux dire, Luca Giotto, Clément Novalak, Oli Gray, ce sont trois anciens pilotes monoplace. Ça, déjà, Mhm. t'as ça. Tom Dillman, Vlad Lomko, pareil. Il n'y a que Alvarez où lui, il vient vraiment de l'endurance. En tout cas, je ne le connaissais pas vraiment en monoplace et il n'a pas excellé en monoplace. Peut-être qu'il est passé d'ailleurs par la monoplace. Mais on a vraiment des racers, quoi. Des pilotes de qualité qui. Non, je crois qu'ils passent tous de la monoplace. Oh, non, t'as raison, je dis une bêtise. Mais bon, ça prouve bien quand même qu'ils ont des ambitions. Et moi, j'ai été bluffé par le rythme de Clément Novalak, le rythme aussi de Luca Giotto, qui en fin de course dépasse quand même Charles Milesi pour Ouais. s'emparer du podium. Donc, on peut dépasser au Mugello et cette équipe l'a montré. Mais c'est marrant ce que tu dis, c'est exactement. Je crois qu'on en avait déjà un peu parlé hein, dans un épisode, mais cette équipe-là, Inter-Europol Compétition, ils sont en train de se tailler une nouvelle dimension et de devenir aussi, je pense, le genre d'équipe où tu as envie d'aller en tant que pilote. Exact. Parce que tu vois, par exemple, AOBA ITF, parce que on parle d'eux puisqu'ils sont en tête du championnat Ah oui, pilote, etc. AOBA ITF, tu vois, t'as une solidité, t'as TF Sport derrière, t'as une expérience, une expertise. Panis Racing, ça fait partie aussi des équipes qui sont là depuis des années. Algarve, United, United ils passent au travers cette année, mais ouais, mais franchement, ils sont un peu moins bons là, United. ouais. Hein. Ils sont en train Mais de ça fait partie traverser une des, petite des phase équipes du un désert là. peu, ça fait partie des équipes un peu destination, tu sais, quand on est gentleman driver plus ou quand on est Hmm. aussi jeune pilote et que t'es en discussion. Faut pas oublier que c'est quand même ça aussi. En coulisses, t'as ça, t'as les pilotes qui ont envie d'évoluer, qui cherchent un volant. Tu regardes avec qui tu vas t'associer et dans quelle équipe tu vas aussi briller, parce que c'est bien d'avoir une performance individuelle qui est bonne, c'est bien d'être haut placé dans le B-Pilar ou d'avoir le record du tour, mais si ta voiture avec tes équipiers t'es jamais placé, ta Ouais. performance, elle va quand même être un peu noyée. Donc là, tu vois, pour moi, Inter-Europol, je vais pas te mentir, c'est une équipe que depuis longtemps, je voyais vivoter en ELMS. Voilà, ils sont sympas, mais... Alors, je vais te dire, moi je les ai vus Et là, c'est plus arriver le en cas. Là, c'est plus V2V. le cas. Ah oui, Non, ouais, mais ouais, ouais. c'est plus le cas. Mais c'est surtout que je crois que la progression est tout à fait bien construite. Si tu veux, ils sont arrivés du bas de l'échelle. La Ils pyramide de ont, l'ambiance. ils sont franchement imposés comme les références de LMP3. Et puis ensuite, ils ont attiré de bons pilotes en LMP2. Et ils ont construit leur programme pour arriver jusqu'à la victoire aux 24 heures du Mans l'année dernière. Cette année, ils terminent 2 quand même, faut pas oublier. Mhm. Et ils attirent, comme tu dis, des bons pilotes. Alors malheureusement, c'est un peu au détriment de LMP3, même si là ce week-end, ils sont quand même montés sur le podium, tant mieux avec la 88. Mais j'ai l'impression que le fait qu'ils aient mis leur bille sur le LMP2 et avec succès Mhm. font que en LMP3, c'est un
petit peu moins le cas. En Ligue Européenne Series, par contre, ils sont toujours là avec Romain Favre. Mais voilà, je trouve que c'est difficile pour une équipe d'être à la fois bon en LMP3 et LMP2. Et je vais parler de Cool Racing. C'est un peu ça. Cool Racing, référence en LMP3, peut-être de moins en moins. Ils ont mis les bases, si tu veux, sur le LMP2. Ouais. Ils ont commencé par une victoire et là ils retombent un peu dans leur travers. Et je les aime bien pourtant chez Cool Racing. On va parler d'ailleurs de son patron à la fin de cet épisode, Nicolas Lapierre. Mais je veux dire, c'est quand même curieux. Tu vois, Inter-Europol se montre, Cool Racing, on les attendait à se battre pour le titre. Mais Là, surtout ils ont gagné la première course. Ils ont quand même gagné à Barcelone. Après, ils ont enchaîné deux abandons. Et là, c'est une 9e place. Il y a eu du contact. Hein. Je crois que c'est un. Je sais pas si c'est Fluxa ou Miyata qui était au volant, mais on voyait un morceau à l'avant, je crois, qui était détaché, si je dis pas de bêtises. Beaucoup de places de perdu. Bah ouais. C'est un peu ma déception. C'est un peu Ah ouais, non, mais clairement, mais c'est un peu ma déception de cette saison. Tu vois, je les attendais plus haut. Moi aussi. Tu vois, je voulais faire le parallèle entre Inter-Europol et Cool Racing parce que c'est vraiment ça, si tu veux. C'est vraiment l'accession par le LMP3, puis ensuite LMP2, et tu construis vraiment un programme de qualité derrière, quoi. Ah non, mais carrément. Voilà. Après, bah oui, là, c'est vrai que ça s'est pas bien aligné pour eux, on va dire, sur cette manche-là. Mais en fait, on en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand tu es dans le paquet, dans le peloton, en train de te battre sur un circuit comme le Mugello, oui. Bah, tu perds des plumes, quoi. Bah, Imola, c'était pareil. En fait, cette saison, elle a des circuits qui sont intéressants pour les batailles. Tu vois, Imola et Mugello, je pense qu'il y a quand même des points communs un peu sur ce côté circuit étriqué, des changements de ligne permanents, enfin. Ah, je suis d'accord. Ah bah oui, parce qu'on a eu aussi des incidents à Imola entre voitures de différentes catégories. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, petit mot quand même de Panis Racing, on l'a évoqué, hein, mais le rythme était bon. Malheureusement, je dirais pour eux, en fin de course, alors c'est aussi ce rythme haché de la course qui fait qu'ils ont peut-être pris un pari sur une stratégie. J'avoue, j'y étais pas, donc j'ai pas pu parler avec eux. Mais ils se font quand même undercuter pour la 2e place et dépasser à la fin par Giotto pour la 3e. Bon, il y a des petits points de perdus. Ils restent quand même là. Hein. Au championnat, ils ont 60 points. Et Louis Deletra, Johnny Edgar et Robert Kubica ont 75 points. Donc 15 points, on va dire que s'il y a un abandon d'AO by TF, il faudrait terminer 3e pour Panis Racing pour être titré. Il va y avoir de la bataille la dernière manche va être animée. Je trouve ça bien, ça a un peu relancé. Et vraiment qu'on ait eu cette saison avec pour l'instant 5 vainqueurs différents, ça nous apporte un truc incroyable. Enfin, je pense pas qu'on avait parié là-dessus en début de saison. Moi, je me souviens, comme on le disait, ça fait une transition avec ce que tu disais à l'instant. Moi, je me souviens que j'étais prêt à mettre un billet sur Cool Racing avec l'équipage, notamment avec Miyata que je suis un peu. Moi, j'étais prêt à me dire, voilà, ils vont tout enchaîner. C'est le nouveau Prema, le nouveau WRT. Ils vont marcher sur la saison. C'est logique. Miyata va aller ensuite chez Toyota. Fluxa aussi s'est fait repérer. Enfin, et en fait, tu vois, pas du tout, quoi. Incroyable. C'est vrai, t'as raison. Et puis Malte Jacobsen, lui, il sera l'année prochaine chez Peugeot hein, en WEC. Donc voilà, il y avait vraiment Enfin, je veux dire, ce sont de bons pilotes, quoi. Ah oui, donc, clairement. Il y a vraiment un bon line-up et il partait pour avoir parlé avec Cool Racing, hein, je veux dire, il partait pour le titre, hein, clairement. Donc, entre les problèmes mécaniques au Castellet, l'accident à Imola, ouais, c'est vrai que c'est une saison difficile. Et puis là, au Mugello, pas facile. Il y a un autre équipage qui a été perdant dans cette course. Alors, c'est un nouvel équipage d'ailleurs, parce qu'on va encore saluer Paul Lafargue s'il nous écoute. On espère qu'il va se remettre parce que voilà, il a un petit coup de moins bien, on va dire, cette saison, mais il a été remplacé par Nico Pino, aux côtés de Richard de Gerus et de Job van Uitert chez IDEC. Et donc IDEC Sport, là, grand perdant parce qu'ils étaient placés, ils construisaient leur course. Depuis le début de saison, quand même, ils font 4, 5, 3, en étant toujours très très proche du podium, voire même en y étant à Spa. Et là, contact avec la Ferrari de Duncan Cameron, ils ne se sont pas compris. La Ferrari n'a pas vu la LMP2, qui n'y est pour rien. Et alors là, gros crash de Gérus, enfin gros crash, en tout cas grosse désillusion et gros contact. Et là, c'est des points de perdu importants parce que ils sont encore dans la course au titre, mais il faudra compter sur les abandons de leurs 3 adversaires. Il faudra qu'ils fassent la pole et qu'ils gagnent. Bon, là, c'est donc quasi ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est mathématiquement possible, mais concrètement, totalement impossible. Donc, irréaliste, Ouais, irréaliste carrément. Et alors, je sais pas si tu veux transitionner sur le programme, mais là aussi, il y a eu quand même. Tu l'as dessiné un peu tout à l'heure, mais il y a quand même eu l'équipage perdant avec la 83 d'AF Corset, qui était
je crois pas dire de bêtises, au moment où il y a eu le restart après le drapeau rouge, qui était la première voiture à un tour. Donc ils étaient déjà plus dans le tour. Euh, et en fait, Eh oui, c'est Richard Mille by TDS qui enchaîne et c'est leur deuxième victoire de la saison, je crois. c'est vrai. Voilà, c'est important. Enfin, celle-ci, elle vaut cher, elle vaut des points, quoi. Hein. Mathias Bech, Rodrigo Sales et Grégoire aussi. Cette victoire-là, elle est énorme, quoi. Non, mais on va dire surtout que c'est un bon rattrapage après la petite erreur qui a eu lieu à Spa. Ça peut Oui, arriver. Hein, c'est vrai. voilà, Grégoire a été un peu optimiste. Alors après, j'en ai pas parlé avec lui, mais j'ai trouvé qu'il était un peu optimiste sur le dépassement d'une GT. Là, il a été impeccable au Mugello et ils ont remis les pendules à l'heure. J'allais dire que chaque équipage, donc AF Corse la 83 et Richard Mille by TDS la 29, ont cramé un joker. Voilà. Au Mugello, c'était Exactement. la F Corse. Et à Spa, ça a été Richard Mille by TDS. Le seul abandon d'ailleurs de la saison pour Richard Mille by TDS. Sinon, ils étaient toujours sur le podium. Hein. Donc, ils ont 2 points de retard sur AF Corse. Et ça va être plus que serré pour la fin de cette saison. AF Corse, en fait, qui, je pense, est parti à la faute. Parce que, comme tu le disais, ils étaient le premier à un tour. Et Alessio Rovera avait cette mission-là d'attaquer, de perdre le moins de temps possible en piste. Je me souviens que l'année dernière à Imola, c'était pareil. Il avait été piégé sur un dépassement d'un retardataire parce qu'il avait été un peu optimiste aussi. Parce que, toujours la même chose, il essayait de gagner du temps et de gagner des places. Donc, voilà, on se met dans une position difficile, c'est sûr, quand on est loin au classement. Alessio Rovera, en fait, il est venu, je pense en tout cas, se rabattre sur la Lamborghini qui n'y pouvait rien de chez Iron Lynx avec Hiroshi Yamaguchi. Et il s'est fait à la fois pénaliser, j'allais dire, en allant dans le sable, mais pénalisé aussi pour le contact. Donc, Pour c'est une une fois course que Lamborghini ne difficile. sont pas responsables des accidents. Non, je rigole. Non, c'est juste pour faire un écho par rapport à Indianapolis la semaine Ah oui, dernière où il y avait. avec Andrea Caldarelli, d'accord. Ouais. Non, mais par Et contre, Tutti Quanti. je trouve ça bien aussi, petite parenthèse, je voulais, alors, il y a deux trucs que je voulais te dire, mettre en avant on en a parlé un petit peu avant de lancer l'épisode, mais les couleurs françaises qui brillent, puisqu'on a quand même Ah oui, Capietto, si je dis pas de bêtises, tu qui ne est dis ce pas de pavillon, bêtises. qui est ce pavillon français, malgré son patronyme qui est très italien, qui est Ah oui, non, donc mais attends, son papa, c'est Guillaume Capietto qui est chez Prema et qui a fait de la course de cartes à oui, oui, l'époque. non, Il mais je est sais, mais ce que je veux ingé dire, c'est que rouler en Formule 2. Oui, chez Iron Lynx avec un pseudo c'est comme vrai. ça, enfin avec un nom de famille comme ça, t'as l'impression qu'il est italien, mais donc qui gagne au général, t'as Richard Mille, l'équipe Richard Mille by TDS, donc TDS en l'occurrence, hein, Ouais. qui gagne en Pro-Am, et puis on va y venir après, mais il y a quand même un pilote dans chaque voiture ensuite, en LMP3 et en LMGT3, qui est français, donc on va en parler après. Et le truc C'est que je vrai. voulais dire, c'est, petite parenthèse, c'était pour parler du Suisse Grégoire Saucy, avec qui j'avais échangé, je crois que j'en avais parlé, mais j'avais échangé avec lui avant les 24 heures du Mans. Je trouve ça bien aussi pour lui d'avoir on peut pas encore parler d'un chapelet de victoire, mais 2 succès en ELMS, parce que lui il est sur un double programme. Il fait le LMS et il fait aussi le WEC en GT3 sur une McLaren. Donc en fait il a une saison quand même bien riche. Ça, c'est dingue. Non, et puis attends, sur l'adaptation, je lui en avais parlé, moi, Ah oui, sur l'adaptation. Il me dit non, mais je fais un reset dans mon cerveau, ça va, les 2 voitures sont efficaces. Enfin, c'est incroyable, tu passes d'une LMP2. Ah bah, il était en Formule 3 l'année dernière, tu passes en LMP2 et en GT. Bon, ok, et c'est fort. il est clairement sur une saison de transition où ça va, je vais pas le plaindre, hein. Je pense qu'il est dans une situation assez confortable, notamment sur le plan financier, étant soutenu par Richard Mille, dans 2 équipes, que ce soit là en ELMS ou dans le WEC, avec des moyens qui sont mis derrière. Enfin, on va dire qu'il est mis dans de bonnes conditions pour performer, si je peux Oui, le mais tu dire, sais tu vois. pourquoi? Tiens, je te laisse finir et après je Et, reviens sur Grégoire. et par contre, à un moment, il faut quand même y arriver, quoi. C'est pas parce qu'on te met bien, t'as toutes les assistances, t'as les gens qui sont autour de toi, t'as l'encadrement. C'est quand même à toi de faire la performance au volant. Et donc je trouve ça cool parce que il est dans cette fameuse transition que plein de pilotes font. Allez, est-ce que je fais une croix sur la monoplace ou pas, ou est-ce que je choisis la voie de l'endurance, et avec quel objectif est-ce que je veux finir en hypercar. Enfin bref, il est dans cette période-là, et je trouve ça super d'enchaîner 2 victoires. Si en plus ça se termine par une troisième, voire un titre dans ce championnat ELMS, ça serait super, quoi. Ah bah ça serait parfait. Ouais, Grégoire, en fait, il est soutenu par Richard Mille depuis très très longtemps, parce que l'associé de Richard Mille, en fait, a repéré Grégoire Saucy depuis ses jeunes années en monoplace. Il a gagné le titre en Freca, faut pas l'oublier quand même. En Formule 3, il a fait des podiums, il a fait des super performances, il a un peu manqué de réussite, je dirais.
ça a été compliqué. Et puis, comme tu dis, il a fait une croix, pardon, sur son rêve de Formule 1. Parce qu'il était pas loin, il avait été repéré par une académie aussi que je peux pas citer, mais vraiment, Grégoire, c'est un super bon pilote. Ça s'est pas vu en Formule 3 autant que ce qu'on aurait pu penser, mais là, comme tu l'as dit, bah, il roule en LMP2, ça va, ça fonctionne, et il fait de très bons chronos face à Matthias Bech, qui est une référence. Et Ouais. en LMGT3 avec McLaren, pareil, et chez United, ils l'ont bien vu, hein. Je peux te Oui. dire que il a bien été repéré aussi au sein de chez United. Donc vraiment, moi, je suis super content pour Grégoire parce que bah, c'est un Ouais, moi aussi, hein. super type. Ses parents sont super aussi. Enfin voilà, tout son entourage. Je veux dire, ils se prennent pas la tête, quoi. Ses Il y parents aura un sont épisode de géniaux, trajectoire. sa famille est géniale, Non mais écoute. voilà, Oh. les animaux de compagnie, tout le Ouais, monde ouais. est génial. Non, mais moi aussi, je l'avais eu, et c'est un mec qui est très dispo et très gentil, et aussi bien conscient de la situation dans laquelle il est, de ce qu'il doit faire. C'est Enfin, ça. ça fait partie des. On le dit souvent, on préfère dans ce podcast valoriser les gens qui. On n'est pas là pour critiquer ou pour pointer du doigt les trucs qui vont pas. À part Alors, Caldarelli, mais sinon, personne. ouais, et puis on plaisante un peu sur les sorties de piste quand même, tu vois, on a quand même le droit un petit peu, mais bon, là en tout cas, on aime bien aussi plutôt mettre en valeur les gens qui font des belles choses et qui avancent, ou en tout cas qui ont un mindset qu'on aime bien dans l'endurance, et Grégoire Saucy, clairement, pour moi en tout cas, c'est mon avis perso, fait partie de ces gens-là, quoi, à suivre, et qui font les choses bien, quoi. Et il y en a d'autres qui font des choses bien en LMP3. Oui, ça c'est clair. Oh là là, quelle transition, mesdames et messieurs. Tu ne veux même pas parler d'Algarve Pro Racing qui finit deuxième Non, en non, LMP2 non, Pro non, A, mais bon, non. d'accord. Bon. Ça fait quand même, je le précise avant de passer à la LMP3, cette magnifique transition, 2 podiums pour Algarve Pro Racing, 2 fois deuxième, hein, que ce soit en P2 ou P2 Pro A. Donc Algarve bravo Pro à eux, Racing, ouais, quand non, même. mais si, c'est vrai, t'as raison. Non, Voilà, si, c'est une équipe quand qui est même. un peu, qu'on voit moins, mais qui est toujours là, t'as raison. Alors, juste avant de faire la transition en LMP3, mais tu vas Page de voir qu'il pub. y en a une aussi, parce que Tristan Vautier, Giorgio Skolovos et Raphaël Narak font partie du team Virage en LMP2. Donc pour la fin de saison, Tristan Vautier va pouvoir rouler dans cette LMP2 en Pro-Am. Je suis un peu déçu que ça soit un peu loin pour l'instant pour eux, mais on travaille. Tristan Vautier prépare l'avenir aussi. Et avec l'équipe Team Virage, là, cette LMP2, c'était encourageant. Malgré une entrée en matière compliquée pour Giorgos Kolovos qui faisait LMP3 et LMP2 le même week-end, donc pour un pilote bronze, pas facile non plus, le grec là qui a essayé de faire ce qu'il pouvait. Et Raphaël Narak, le fils de Raymond Narak, oui oui c'est bien le fils Waouh, de bah ouais, du pilote Porsche Raymond qu'on a bien Narac. connu. Et Ah ouais. donc, eh ben, il y avait un bel équipage et qui, normalement, devrait être là aussi à Portimao. Donc, on continue de travailler chez Team Virage. D'autant plus qu'en LMP3, tadam, ça fonctionne. Non, mais c'est incroyable. Une course rondement menée. Team Virage qui décroche sa deuxième victoire de la saison en LMP3 avec le trio qu'on connaît bien, Julien Gerby, Bernardo Pinheiro et Julien Orion. Victoire à la consommation, Geoffroy. En LMP3, oui, il y a des stratégies agressives. Oui, c'est un championnat qu'il faut suivre. Et je continue de soutenir le LMP3. Non, mais c'est incroyable. Il a fait un relais de plus d'1h15. 41 tours avec sa Ligier. Et ça a tenu d'un Hmm. rien face à un autre Français, Gaël Julien. Donc, tu vois, les Français, Il comme a tu fait. disais, Non, se mais ouais, mettent en évidence. non, mais c'est intéressant. Il a fait un relais où il a débranché la clim, il s'est mis en mode éco. Enfin, ouais, il a fait la totale. Non, mais alors, écoute, parce que Non, c'est fort. on m'a, parce que du coup, genre, j'ai mangé son nom, pardon, mais la personne qui t'avait fait un petit commentaire en disant qu'il fallait continuer de parler du LMP3. Ah oui, 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 Euh, oui. j'ai échangé avec lui. Donc Mais non. si. Donc il m'a redit, il m'a dit, ah, c'est moi qui ai dit qu'il faut continuer à parler du LMP3. Je fais, oui. Bon, alors parlons-en. Non, j'ai du mal à me passionner pour ça, mais par contre, effectivement, ce que j'aime bien, moi, c'est ce que tu racontes, c'est ce genre d'histoire où c'est intéressant de voir que ça s'est joué à la conso. Ça s'est joué aussi à la conso parce qu'ils ont dû vu la physionomie de l'épreuve avec ces fameuses 20 minutes de rajouter. Combien de temps il va falloir rester en piste, est-ce qu'il va encore y avoir enfin bref, c'est une course intelligente, et j'aime bien ça parce que ça montre qu'il y a à la fois les pilotes, encore une fois je le dis, je les connais moins, mais toi tu m'en parles souvent, ce trio là a l'air d'être plutôt efficace en termes de coups de volant, mais là c'est aussi une victoire gestion de la consommation et donc stratégie, donc bah ouais, super, enfin moi je trouve ça cool, et 2 victoires, ça laisse aussi ça laisse aussi ouvert la possibilité au championnat ou pas? J'ai pas regardé le classement à l'MP3. Ah Mais ben c'est pas largement. un... Ah ben non, mais alors voilà. Alors tu regardes pas le classement LMP3. Non, Alors je vais vous dire,
Donc, Euro International, 83 points. Team Virage, 82 points. RLRM Sport, 81 points. Bon, je crois qu'on a tout dit. Il y a 2 points d'écart entre 3 équipes pour le titre. Ça va être formidable à Ouais, t'as Portimao. raison, faut que je regarde un peu plus. Pour moi, le LMP3, tu vois, j'ai encore cette... Je vais m'attirer des problèmes en disant ça. Aïe. Moi, les Aïe. LMP3, j'ai un peu l'impression de regarder comme à l'époque, tu sais, ça va pas nous rajeunir, mais en FIA Sportscar, quand il y avait encore les CN qui étaient autorisés, ou tu vois, les barquettes un peu. Mais elles sont bien ces CN. Moi, j'aimais bien les CN. Et je sais que toi, t'es très V2V, Ultimate Cup Series, tout ça. J'avoue Exact. que je suis un peu moins... Mais c'est pas un jugement, hein, c'est juste que ça m'intéresse moins, tu vois. Mais non, mais en tout cas, je vois, c'est pareil. Je suis content de voir qu'on a 5 vainqueurs différents, 5 courses au général. Je suis content de voir qu'avant la manche en Algarve, on a 3 voitures qui peuvent prétendre à la victoire, avec 1 point à chaque fois d'écart. J'avoue que c'est quand même... encore une fois, c'est un signal que le championnat se porte bien et qu'il y a de l'intérêt, quoi, qu'il y a de la bataille. Donc c'est cool. Et attends, on est passé à côté d'avoir une voiture de chez Cool Racing aussi, parce que je parlais de ce duel, enfin pas ce duel, ce double programme, pardon, entre LMP2 et LMP3. J'évoquais Cool Racing, mais Team Virage est dans ce cas-là aussi. Hein. Ils ont plusieurs voitures, et puis Inter-Europol aussi, même si c'est pas en LMP2 Pro pour le Team Virage. En tout cas, c'est vrai que Cool Racing, ils se sont fait sortir, et on va en parler, par Adam Ali de façon assez cavalière. Je sais pas si tu as vu l'image, oui, tu l'as vu, entre la LMP3 numéro 5 de chez RLRM Sport et la Cool Racing numéro 17. Il a tenté de passer à un endroit, le Canadien Adam Ali, ben, ça passait pas, quoi. Mais le problème, c'est sur les leaders du classement, ou en tout cas, pas des leaders, mais des, Précis. Qui des menait concurrents. au moment, en tout cas, ouais. Mais voilà, qui se battent pour le titre. Ça, j'ai trouvé ça complètement dingue. Cette tentative qui part de je sais pas d'où d'ailleurs. C'est quoi? J'adore les noms des virages. C'était dans Borgo San Lorenzo que ça s'est passé. Incroyable. Enfin, je sais pas. Je vais te dire, ça y est. Ah là là, voilà. Dans Endurance Club, je me mets au jeu de mots. C'est dans le virage Materazzi qu'il a pété les plombs. Référence au ouais, football c'est bon, en 2010. Voilà. Hmm. En 2006, pardon. Bien. Merci. Non, Voilà. alors moi, Ça, c'est non, fait. le seul truc que je peux dire avec mon niveau de compétence sur le LMP3, c'est que c'est un, comme tu dis là, la voiture de chez Cool Racing, c'est un abandon qui coûte super cher, puisque quand tu Ouais, vois c'est clair. les 4 premiers du classement actuellement, hein, j'inclus Ultimate dedans, même s'ils sont largués au niveau point, mais ils sont quand même dans le top 4 avec leur ligier. Il y en a aucun qui a abandonné. En fait, c'est vraiment cette régularité qui paye. Et là, boum, un abandon. Il n'y aurait pas eu cet abandon, ils auraient marqué, même pas, je te parle, ouais, être sur le podium, ou enfin, en tout cas, être placé. Ils seraient beaucoup plus haut, et ils seraient encore, mathématiquement, peut-être capables de gagner. Tout à fait. Alors, il y là, a une ouais, équipe quand même que tu viens d'évoquer, Ultimate. Là, moi, je trouve qu'ils font un super travail quand même. À chaque fois, ils ont un troisième pilote différent. Il y a toujours les frères, hein, Lahaye, Jean-Baptiste et Mathieu. Mais derrière, c'est difficile d'avoir des pilotes qui font toute la saison. Et finalement, bah, ils font un bon travail. Et tu vois, ok, ils sont largués, entre guillemets, au classement, mais pas tant que ça. Tu vois, Non, non. ils finissent. Ils ont 52 points, là, actuellement, sachant que les leaders ont 83 points. Oui, ok, ça fait un petit peu. Ça va faire 29 points d'écart. Mais quand tu vois que c'est une équipe familiale qui se relance, qui n'a pas beaucoup de moyens, je trouve que c'est solide. Et là, ce week-end, c'était Louis Stern, qui vient de la Ligier European Series chez Pegasus, qui est venu chez Ultimate, donc en LMP3. Je trouve ça très sympa d'avoir cette pyramide de l'endurance aussi, qui est, et donc tu vas me voir arriver, vraiment illustrée par Gillian Orion. Enfin, je veux dire, Gillian, il a gagné après une belle carrière en monoplace avec peu de moyens. Il a fait de très bons résultats aussi, mais bon, il a dû arrêter parce qu'il fallait payer, et puis ça coûtait très cher. Il est allé en Ligue European Series, il a gagné avec le Team Virage. Il monte en Michelin Le Mans Cup, il gagne en LMP3. Il vient en ELMS, on n'a rien dit, mais il est deuxième au championnat avec Julien Gerby et Bernardo Pinheiro, à 1 point seulement d'Euro International. Sur une piste de Portimao qui leur convient bien généralement. Le papa de Bernardo a malheureusement disparu il y a quelques semaines de ça. Ça serait un super symbole. Paolo, l'ancien directeur du circuit de Portimao. Vraiment, si le Team Virage gagnait le titre, j'allais dire à domicile pour Bernardo, bon, ça serait quand même quelque chose. D'autant plus que Gillian a été confirmé pour les rookie tests de Bahreïn en WEC. T'as vu ça? Sur Ok. la Porsche GT3 du Pure Racing. Ok. Bah non, j'avais pas suivi cette info. Écoute, il y Eh a ben, trop, donc, il y a trop il y a trop, d'infos. il y a trop. Et donc, c'est top. Enfin, je veux dire, pour nos Français, l'autre pilote quand même qui fera aussi les rookie tests, alors ce ne sera pas les deux seuls,
mais c'est quand même Rejad de Gérus qui lui roulera dans l'hypercar championne, donc on imagine qu'il va découvrir la Porsche 963. Donc les Français là ont du talent, comme on dit. Là, je croyais que tu allais nous annoncer Nicolas Lapierre au volant pour le rookie test. Non, j'anticipe un petit peu ce qu'on va se dire après. C'est ça, écoute, non mais clôturons ce chapitre LMP3 avant que je m'y intéresse un petit peu trop. Ah oui, non, mais j'espère que tu vas t'y intéresser. Bon, Euro International par contre passe à côté de cette course, Ouais, dans le carrément. sens où... Mais non, mais il passe à côté, pourquoi? Ça c'est tout à fait logique, c'est comme ils sont que deux. Sur leur stratégie, eux, il vaut mieux qu'il y ait une course fluide en fait, et pas une course hachée. Parce que sinon Pour l'avantage respecter qu'il soit à deux... le temps de pilotage, tu veux dire? Ouais, et puis sur le côté arrêt au stand, machin, etc., ils sont piégés s'il y a une course fluide, s'il y a une course, pardon, hachée. Les autres aussi peuvent anticiper et faire des stratégies à la Team Virage, justement, pour contrebalancer et faire une stratégie sur une conso longue. Parce que finalement, Gillian Orion, lui, il a été en mesure d'emmener la voiture 41 tours et de résister en fin de course à Gaël Julien, qui, lui, avait fait un arrêt au stand à, je crois, 9 tours de l'arrivée, pour revenir comme un boulet de canon, et il termine à moins d'une seconde. Donc, non, ça a été un bel affrontement. Et puis bah voilà, on aura ces trois voitures, donc RLRM Sport, Team Virage et Euro International, qui se battront pour le titre 2024 en LMP3. Et on a hâte, et Lucas aussi, parce que c'est Lucas qui m'avait dit qu'il fallait suivre le LMP3. Et bien Lucas sera content de voir ça. Et on continue, Geoffroy, avec des Français qui se montrent, et encore une victoire en LMGT3 de l'équipe qui est Cell Racing. Incroyable. Ouais, alors, bon... Oui, si. Ben non, mais moi, ce que je retiens de cette course-là, c'est quand même oui. Oui, c'est qu'on a encore vu la Iron Dames, mais pas de la manière dont on aurait aimé les voir, quoi. En fait, on a... Non, mais c'est marrant, c'est un peu symptomatique de ce qu'elles font cette année. Enfin, au départ, c'est pas elles qui sont devant. C'est l'Aston Martin, c'est Derek Debourg avec la 59, l'Aston Martin. Et rapidement, Sarah Bovy fait parler son talent. Sarah Bovy, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans un épisode de Trajectoire, puisqu'il est sorti cette semaine, je crois, où il y a un extrait en tout cas. C'est ça, cette semaine, ouais, oui, j'ai pris du retard, ne vous inquiétez pas. Donc Sarah Bovy qui fait parler son talent et qui passe devant. Et puis après, il y a deux phénomènes. Il y a un, elles se sont fait avoir par un safety car où en fait, elles ont été obligées de faire un arrêt, le fameux arrêt... c'est pas un oui, emergency. Oui, emergency, voilà, pardon. C'est-à-dire qu'il y a une période de safety, donc tu peux pas rentrer au stand, tu peux juste y rentrer, remettre ce qu'il te faut d'essence pour pouvoir continuer, mais après, une fois qu'on repassera en condition de course sous drapeau vert, tu seras obligé d'effectuer ton arrêt. C'est une règle qui est intelligente sur le papier pour éviter qu'on profite d'un safety et que ça casse toute la course. Concrètement, en tout cas, ça leur a un peu annihilé, elles, leur chance de bien figurer. Enfin, c'est ce que j'ai... Voilà, ouais. elles ont perdu beaucoup de terrain là-dessus. Et puis deux, il y a eu l'incident avec Schiavoni où en fait, Raël Frey était au volant et elle l'a balancé dans le mur, quoi. Bon, ok. Donc là, moi, je sais que tout le monde attend avec impatience qu'on parle de cet incident, évidemment, et de ce drapeau rouge entre les Iron Dames, enfin Raël Frey qui était au volant et Claudio Schiavoni. On est après une relance, parce qu'il y a eu un safety car. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Voilà, ça, on est sur une phase de relance, donc couteau entre les dents. Toutes les GT3 sont regroupées. Il y a même la voiture de chez AF Corset à ce moment-là, la 83, qui vient de ressortir du bac, qui est au milieu de cette bataille. Donc ça met un petit peu le Bronx, je sais pas comment on dit, enfin en tout cas c'est désorganisé. Raël Frey, elle est troisième à ce moment-là. Bon, mets-toi à sa place. Donc elle est dans la Porsche. Je suis pas en train de ni la défendre ni la câbler, je suis juste en train de raconter ce qui se passe. Les deux voitures de tête sont en train de s'échapper. Parce qu'on a, au moment de cet incident, l'Aston 97 et la Ferrari 51 qui s'échappent. Elles ont 7 ou 8 secondes en quelques virages seulement, parce que Claudio Schiavoni est troisième sur la piste, mais à un tour. Et lui, il essaie de résister pendant un tour à Raël Frey, qui perd énormément de temps, qui essaie de passer à gauche, à droite, etc., tout en contenant derrière la Ferrari JMW. Bon, arrive la fin de ce tour, et donc l'aspiration, la grande ligne droite qui n'est donc pas droite et qui est en plus en montée, donc qui est pas forcément facile pour se repérer. Tu me vois venir aussi, parce que la voiture perd un peu de vitesse, mine de rien. Et donc quand tu es dans ce phénomène où tu es en aspiration et que la voiture de devant perd de la vitesse, bah, tu es en plus à l'aspiration et la voiture ralentit devant sans faire exprès, quoi, si tu veux, avec la montée. Et donc elle veut se décaler, elle se décale trop tard, et là elle envoie Claudio Schiavoni dans le mur. Claudio Schiavoni, c'est un équipier pour les Iron Dames. Pourquoi résiste-t-il comme ça? Je ne comprends pas. Équipier patron en plus. Oui, non, mais c'est sûr. Bah, c'est le mari de
effectivement, j'ai perdu son nom, mince. Attends, Ah. j'y suis aussi. Attends, tu m'as piégé aussi. Ah non, comment elle s'appelle, mince, notre amie de chez Iron Dames. On coupera, évidemment, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Déborah Mayer. Voilà. J'avais que son nom, j'avais pas l'appeler Madame Mayer. Donc c'est sûr que c'était un petit peu trop de défense. Je comprends le principe. Si tu veux, il va y avoir ensuite Julian Lower dans la voiture. On essaie de perdre le moins de temps possible. Parce que la stratégie pour l'équipe Proton Compétition dans cette 60, c'est de mettre Claudio Scavoni d'entrée de jeu, puis de le faire rentrer au stand pour mettre un autre pilote de ce trio pour qu'il puisse rouler et perdre le moins de temps possible. Il s'agit de Matteo Cressoni, pour ensuite remettre Claudio Scavoni dans la voiture, parce que c'est bizarre qu'un pilote bronze se retrouve avec Raël Frey, tu vas me dire. Mais en fait, c'est cette stratégie-là qu'ils essayent de couper pour pouvoir peut-être essayer d'avoir une chance d'être dans le top 5, top 4, parce que Claudio Scavoni essaye de prendre son rythme aussi et ses marques dans cette Porsche. C'est pas facile, c'est un pilote bronze, donc voilà, l'objectif de Julian Lower et de Matteo Cressoni, c'est de le faire progresser. Et donc en fait, si tu veux, il y a cette stratégie-là qui fait que c'est à la fois une résistance qu'on peut comprendre, mais d'un autre côté, c'était trop. Et un pilote bronze face à un pilote silver, ça fait jamais bon ménage. Et là, ça coûte cher. Donc voilà, moi je mettrais pas toute la faute quand même sur Raël Frey, même si elle a Ah perdu non, un non. point de licence et qu'elle a été pénalisée de 30 secondes. Mais je sais pas ce que t'en penses. Voilà, moi je trouve que cet incident de course, alors il a été extrêmement spectaculaire parce que ça s'est Ouais. joué devant les caméras en direct et heureusement que le Scavoni n'a rien, mais ça a tapé très fort. Je dirais que c'est un concours de circonstances où tu as d'un côté un pilote qui résiste trop et de l'autre une pilote qui est sur cet aspect de ligne droite qui est pas droite et de ligne droite qui est en montée, un peu piégée par les distances. Non, là-dessus, ouais, non, je suis d'accord. Incident de course, enfin, en fait, ça peut paraître spectaculaire et c'est très violent. Et en plus, c'est comme tu dis, entre équipiers, enfin, en tout cas, entre voitures de la même équipe. Effectivement, ça reste un incident de course, hein, une erreur de jugement, d'appréciation de la distance, et comme tu dis, de ce phénomène d'aspiration et de ralentissement avec la courbe, avec la pente, donc bon, voilà, ça arrive. Par contre, on en parle aussi après du tampon sur l'Aston Martin pour lui Aïe. refaire le diffuseur ou Alors, pas? Parce que oui, là, bien pour le sûr qu'on coup, va il y en a parler. peut-être, pour moi, plus. Donc c'est Raël Frey aussi qui est au volant, non? C'est Raël Frey qui est au volant Enfin, face à la Casper pauvre. Stevenson. La pauvre. En fait, si tu veux, encore une fois, il va y avoir un virtual safety car. Tu vois, c'est la Oui. course qui est hachée. Donc Raël Frey se défend comme elle peut. Elle est un peu en vrac, entre guillemets, face à la Stone derrière de Racing Spirit of Le Mans. Et on sait qu'on va avoir un décompte de la part d'Eduardo Freitas au team manager qui eux-mêmes vont le répercuter au pilote pour le virtual safety car. Et donc, ce qui se passe, c'est que Stevenson veut dépasser Raël Frey juste avant le virtual safety car. Mhm. Logique. Il a Donc il y raison. va, il prend l'intérieur, il passe devant et ensuite il freine. Mais j'ai l'impression qu'ils freinent tôt. Je sais pas s'ils ont anticipé le décompte chez Racing Spirit of Le Mans ou si au contraire chez JMW et chez Iron Dames on a un peu repoussé les limites des limites des limites. Mais j'ai l'impression quand même que l'Aston freine très tôt, pas au milieu de la piste mais pas loin. Et donc Raël Frey est piégé. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, après il y a eu contact. J'ai envie d'avoir sur cet incident, sur ce jugement d'accident, une approche presque digne d'une auto-école en disant c'est à toi d'être alerte et de maîtriser C'est ton vrai. véhicule et de regarder ce qui se passe devant. Et certes, il freine, mais en fait, tu sais quand même qu'il y a une neutralisation qui va arriver. Enfin, elle était quand même au courant, même si le décompte est décalé. Il peut pas être décalé, parce que c'est quoi, ils font un 3-2-1 ou un 5-4-3, je sais pas. Ouais. Non, ils font même 10 Ils normalement. font même 10. Bon, bah, donc, je veux dire, elle pouvait, le décompte peut pas être décalé de 10 secondes. Elle était quand même au courant qu'il allait y avoir une neutralisation qui arrive, donc tu t'attends quand même d'un instant à l'autre à ce que le mec devant ralentisse. Après, elle devait être full focus sur son dépassement, sur le fait d'être Ouais. dépassée en l'occurrence, donc peut-être qu'elle a perdu le truc, mais là pour le coup, moi je la charge elle parce que c'est elle qui rentre dedans et qui doit rester maître de son Mm. véhicule, mais Ouais, ça se comprend. c'est hyper facile à dire en étant là, tu vois, tranquillou en train d'enregistrer sur mon fauteuil. Non, mais c'est vrai, évidemment, au volant, j'imagine que c'est hyper surprenant. Nous, quand t'as un mec devant toi sur l'autoroute à 130 qui freine, déjà on n'a pas toujours les réactions adaptées. Donc là, en mode course, dans un univers totalement différent, tu viens de te faire dépasser. Enfin, non, évidemment que elle est quand même, elle est pas là par hasard, mais donc ça reste une erreur de jugement là encore. Mais en tout cas, c'est impressionnant, le carbone, ça vole. Hein.
sur Aston Ah Martin. oui, ça c'est clair. Et ça découpe les roues, ça c'est sûr. Ah ouais. Non mais grosse frustration pour l'équipe Aston Martin. C'est quand même pas la première fois qu'elles sont en contact, ces deux voitures, ou en tout cas qu'elles se battent, parce que je me souviens d'un affrontement entre Derek De Boer et Sarah Bovy à Imola. Ah, D'ailleurs, elle Imola, avait ouais. fait la même chose Ah avant oui, un full ah oui. course yellow. Elle avait passé immédiatement Derek De Boer, Sarah Bovy. Donc ça, faut être opportuniste. On se souvient aussi, toujours à Imola, de la fin de course entre Valentin Asclot et Michel Gatting. On se souvient au Paul Ricard entre Valentin Asclot et Michel Gatting. Bon, ça fait beaucoup là. Stevenson et Frey, elles se suivent ces voitures. Et c'est une grosse déception pour l'équipe Racing Spirit of Le Mans parce que ils partaient de la pole. C'était la première pole de Derek De Boer et franchement, le coaching, je dirais, de Valentin Asclot paye et porte ses fruits. Et bah, c'est une 5e place, donc c'est des points qui sont marqués quand même, mais moins que ce qui aurait pu être fait. Et on se retrouve avec, finalement, 2 voitures à égalité avec 64 points avant Portimao. Donc là, va pas falloir faire d'erreur, que ce soit pour Kessel ou que ce soit pour Racing Spirit of Le Mans. Ça nous fait un super championnat, à tel point que David Erigon, Ricardo Pera et Michael Wainwright, qu'on n'a pas vu de l'année, franchement, ils font 2 podiums. Je sais pas comment ils font 2 podiums, mais bah, ils sont là. Non, mais franchement, ils sont à 8 points de Takeshi Kimura, Esteban Masson et Daniel Serra. Cette saison de LMGT3, elle est fantastique. Ouais, ouais, c'est comme, bah, on l'a dit tout à l'heure, là tu viens de le rappeler un peu, quand tu fais le décompte des points, t'as 9 voitures qui mathématiquement peuvent gagner. Bon, en vrai, ça va quand même se jouer normalement entre Kessel et Racing Spirit of Le Mans avec la Ferrari de chez GR Racing en arbitre. Je pense que ça va plutôt Ouais. se jouer entre ces trois-là. Iron Leaks, la Attention, 63, parce que la là, ça fait 63. deux Ouais, ouais. fois. Ça fait 2 fois qu'ils sont pris au piège. Là, au Mugello, Hamaguchi se fait percuter par Rovera. À Spa, c'était un peu compliqué aussi parce qu'il y a eu le contact. Bah, c'était avec la Porsche de chez Iron Dames. Donc, attention, moi je pense que la Lamborghini, elle est pas si mal avec Jeffries, Caldarelli, Yamaguchi. Même Ok. si André Caldarelli, j'ai bien aimé le tailler à Indianapolis, c'est quand même un bon pilote, hein. Je crois que c'est le cousin ou le beau-frère, je me souviens plus, de Vittorio Liuzzi. Donc, on connaît Ok, la ouais. mécanique, on connaît le pilotage. Et puis, il a roulé aussi au Japon. Donc, tu vois, je l'ai chargé de façon assez amicale, hein, parce que c'est quand même un bon pilote, Non, Scaldarelli. mais faut Mais assumer quand on charge. Enfin, moi j'assume pas trop, je mets des bips, la mais semaine non, mais t'as dernière, raison. j'assumais, il avait fait de la Ouais. bip. Voilà, je mettrai un bip, un vrai bip. Mais là, je dirais quand même que cette Lamborghini, va falloir la surveiller à Portimao, d'autant plus qu'ils ont finalement pas grand-chose à perdre, parce que ils sont actuellement 4e, donc ça va être sympa, ça va être très très sympa. Et puis bah, je connais évidemment l'équipe Racing Spirit of Le Mans, on connaît Valentin Asclot, Ah la ouais. manière dont il va avoir envie de réagir. Esteban Masson, Daniel Serra, Kimura, c'est aussi solide. Donc franchement, moi j'ai déjà hâte d'être à Portimao, hein. Ouais, et puis Portimao, c'est un circuit aussi qui est spectaculaire. Alors, très différent pour le coup de. Ah, peut-être plus vallonné que le Mugello, mais par contre beaucoup plus large. Là, c'est une piste d'aéroport tout le long, le Mugello. Je sais pas combien il fait de largeur, mais le Portimao, je veux dire. C'est Ouais, incroyable, Portimao, la c'est clair. largeur de piste, ça doit être 48 mètres, quoi. Mais Ouais. ça donne du spectacle. Enfin, en tout cas, il y a souvent de l'animation là-bas. Donc, moi aussi, j'ai Attention aux hâte de voir pneus, ça. Ah oui, attention aux pneus en LMP2, parce qu'on sait que les courbes rapides font qu'il y a peut-être de la délamination, pardon. Donc on a vu ça, ce phénomène, je crois que c'était à Spa et au Castellet. Castellet aussi, ouais. Attention à Portimao. Sur le dernier virage, là, on sait que c'est assez costaud, en tout cas. Je voulais quand même finir avec un petit mot sur le B-Pilar, hein, puisqu'on n'en a pas trop évoqué. Bon, sachez que Matteo Chiroli et Alex Lynn sont au-dessus du lot, hein, sur le B-Pilar. Faut pas oublier Maceo Capieto et Charles Milesi, mais ça, on l'a dit en LMP2. En LMP3, c'est Gaël Julien qui a été le plus rapide. C'est pas lui qui fait le meilleur tour en course, mais c'était solide pour le français. Et donc, eh ben, en LMGT3, pas de surprise, hein, on retrouve finalement les Ferrari. Et c'est même assez étonnant de voir que 4 pilotes Ferrari sont finalement en tête de ce B-Pilar. Preuve que cette voiture connaît bien la piste du Mugello puisque c'est Ferrari qui la possède. Et pour autant, eh ben, Ferrari ne fait pas le triplé, ne fait même pas le doublé, si je dis pas de bêtises. Bah oui, puisque on retrouve 2 Ferrari sur le podium, mais il y a une Aston qui vient se mettre en travers du chemin. Après, il y a quand même une bonne montée en puissance de la 296 GT3. J'avoue que C'est vrai. ça, ça redevient. Ça me rappelle un peu quelques saisons aussi où c'était l'ancien modèle Ferrari, les 488, qui souvent faisait un peu l'épouvantail. T'avais l'impression que c'était une coupe Ferrari.
Et quand les Ferrari marchent, quand elles sont au point, c'est un peu... De toute façon, on oscille depuis... on est quoi, 2024? Ouais, c'est ça, depuis 24 ans à peu près. On oscille entre une période où c'est les Porsche qui fonctionnent et qui dominent. Après, tu vas avoir les Ferrari. Et là, en ELMS, en tout cas, j'ai l'impression que ouais, les Ferrari sont plutôt bien en forme. Et J'ai l'impression aussi qu'en WEC, elles sont en train de revenir. Alors bien sûr que les Ouais. Porsche ont dominé la saison, mais Ouais. les Ferrari se montrent. Enfin, je suis assez surpris. Alors il y a aussi les BMW, mais Ferrari a gagné à Fuji. Ouais, c'est 296. Attention, c'est vrai, t'as raison. Elles viennent vraiment à être finalement peut-être mieux développées ou mieux C'est une comprises. des GT3 de chez Ferrari, enfin c'est la GT3 chez Ferrari, je pense ne pas me tromper en disant ça, qui est la plus aboutie, qui a déjà gagné aux 24 heures du Nürburgring par exemple. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu un effort aussi de développement là-dessus. Peut-être qu'il y a un transfert de compétences et de certaines informations entre le programme Hypercar et le programme GT3. Mais pour moi, c'est vraiment Ferrari, ça fait des années et des années que ça progresse en GTE. Et là, ils ont mis le full focus sur le GT3 puisqu'il n'y a pas de version GTE de la 296. Donc en fait, je pense qu'il y a vraiment un concentré de technologie, de transfert du GTE vers le GT3 qui fait que ça fonctionne. C'est le cas aussi chez Aston Martin. Hein. La Vantage Evo, alors je sais plus comment ils l'appellent maintenant, mais en tout cas la Vantage qu'on voit en GT3 de cette année, qui a donc remporté les 24 heures de Spa-Francorchamps notamment, elle a beaucoup dans son ADN de GTE, quoi. C'est deux constructeurs qui ont fait le plus de transferts vers le GT3, je pense. C'est vrai. Alors que Porsche a toujours eu historiquement les deux modèles aussi, mais ils ont poussé plus loin, je pense, le GT. Enfin, ils ont moins fait cette convergence GTE GT3. Je pense que la prochaine version sera une bête absolue au niveau esthétique, Oui. enfin, ils savent faire des révolutions quand ils le veulent. Hein. Mais pour l'instant, c'est plus Ferrari et Aston, et c'est ceux qu'on retrouve devant qui ont réussi ça, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. En tout cas, donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra être devant YouTube, devant la chaîne Oui. de l'ELMS le 19 octobre. Oui, je parle bien du 19, c'est le samedi. Attention, la course des 4 heures de Portimao, c'est le samedi, puisque le lendemain, on a les rookie tests et on aura la remise de prix le soir même, qui sera pas diffusée, je crois, malheureusement. Mais bon, en tout cas, la course le samedi 19 octobre. Voilà, on s'adresse aux Ok. spécialistes ici. Ok, Donc, c'est noté. ça va être sympa. En parlant de date et de calendrier, on peut peut-être évoquer le calendrier 2025 qui a été dévoilé Ah oui. en ELMS. C'est pas mal du tout, il y a une petite nouveauté sympathique. Je sais pas ce que t'en as pensé. On ouvrira à Barcelone. Bon, ça, on va dire que c'est classique. Le Castellet en mai. Barcelone, ça sera en avril. Imola encore en juillet, ça c'est une bonne chose. Spa-Francorchamps en août. Puis en septembre, eh bien, exit Mugello. C'est pour ça que je disais c'est peut-être la dernière fois qu'on ira au Mugello. Est-ce que les discussions ont été faites avant? Je pense que oui. Avec les circuits, c'est pas le fait que cette course ait été hachée ou marquée Ah par oui, des non, pas du tout, incidents. ouais. Voilà. Je pense que c'est plutôt une histoire de budget, si je puis dire, parce que c'était aussi une manière de peut-être d'aller voir aussi sur les terres de Ferrari et, euh, et de pouvoir avoir donc 6 manches. Peut-être aussi que l'envie de l'ELMS n'était pas d'aller 2 fois en Italie et d'aller finalement une fois en Italie et une fois donc en Grande-Bretagne. Retour à Silverstone. Bah moi je trouve ça Incroyable, bien, non? c'est la première fois depuis 2019 que ça va revenir là-bas. Bon, moi Silverstone j'y suis très attaché, c'est un circuit qui a une histoire de dingue avec l'endurance, avec la Formule 1 aussi, mais avec l'endurance beaucoup. Je sais pas si c'est le meilleur tracé, hein, c'est toujours discutable. Il faudrait qu'on fasse un jour une liste de nos circuits préférés. Moi j'aime bien Silverstone pour le tracé. Je t'avoue que les alentours immédiats, j'ai eu la chance déjà d'y aller, c'est pas ouf. Ah, je suis jamais allé, moi. Ouais, c'est pas ouf en termes de. C'est pas très Ah, beau comme décor, tu vois. Le nouveau bâtiment avec. Enfin, le nouveau. Maintenant, il a The 15 Wing. ans. Ouais, celui qui a été inauguré en 2011, je crois, 9? 2010, 2011. 9? 9 Ouais, même. je sais plus. C'est un bordel. En fait, tu te croirais un peu 24 heures du Mans, c'est-à-dire que si tu veux parler à une personne et qui te dit qu'il est dans l'autre bâtiment, bah t'en as pour 2 heures. Quoi. Ah, faut redescendre les escaliers. Alors vous allez dire, c'est il se ça les plaint, grands c'est circuits. c'est un Voilà. truc purement logistique. L'autre il se plaint. Je vous jure que c'est chiant. J'ai pas été au Mugello, mais j'imagine que c'est beaucoup plus tranquille. C'est un plus petit circuit, c'est sympa. Non, mais Silverstone, c'est devenu ça a toujours été un grand circuit, mais c'est devenu maintenant un truc énorme. Et je suis content que ça retourne là-bas. Pour moi, Silverstone, c'est la date qui est absente des calendriers WEC et ELMS depuis des années. Les Anglais s'en plaignent beaucoup. Les Anglais s'en plaignent beaucoup parce qu'ils sont fans aussi d'endurance.
Il y a souvent eu des grandes éditions là-bas, je pense notamment au WEC. Je remonte pas jusqu'au groupe C, où c'était encore aussi très fort, mais il y a un public, il y a des fidèles, il y a des gens qui se déplacent en Angleterre pour aller voir des courses. Il suffit de regarder les Grands Prix de Formule 1, vous allez me dire c'est facile, il y a des pilotes anglais de renom, certes, mais franchement, Silverstone, pour moi, ça fait partie des dates obligatoires dans un calendrier d'endurance qui se respecte, et je trouve ça bien que ça revienne en ELMS, carrément. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi, je dirais, et puis on finit à Portimao, hein, Oui, comme on en a l'habitude maintenant. Donc ça avait été signé avec le regretté Paolo Pinheiro déjà l'année dernière. Et donc, bah, ça sera encore le samedi en octobre, 18 octobre. Donc on se dit que voilà, cette idée de faire la course le samedi est pas si mal. On avait eu ça l'année dernière en Aragon, en nocturne d'ailleurs même. C'était super intéressant comme projet. Moi, je rajouterais une date, j'irais bien en Allemagne. Voilà, je vous le dis, j'irais bien en Allemagne, peut-être sur le Hockenheimring ouais, ou ce que peut-être j'allais au dire. Nürburgring. Non, le Nürburgring. Ouais, Hockenheim, pas mal, ouais. Hockenheim avec J'aimerais bien. les Voilà. Allez, LMP2. 7 dates Ouais. l'année prochaine. 8 en WEC et 7 en ELMS. Allez. Pas l'année Ouais, ok. prochaine, dans 2 ans, pardon. Hockenheim, et puis on peut. Ouais, non, j'allais dire, on peut rajouter une autre, mais non, parce que l'Europe, finalement, à un moment, ça va quand même être. C'est pas si grand que ça. Non, c'est bien. Non, bah après. Oh, si, il y aurait possibilité d'aller en Slovaquie, sur le Slovaquie, mais bon, je sais pas si ça serait intéressant en endurance. Wow. À Brno. Ah, mais À ouais, pourquoi pas. Brno. Oh, ça serait bien. Ça, je milite. Ah ouais, c'est plus un circuit de moto, mais je pense qu'il serait génial. En plus, il fait 77 mètres de large. Bah Donc, aussi, ouais. ouais. Pour faire revivre Et, les grandes heures de l'ELMS première mouture. C'était la version ELMS avec Panos, tu sais, qui gérait. Je crois qu'il y oh avait là là. Patrick Lemarié qui a gagné là-bas sur une Audi R8. Bref. Oh là là. Autre époque, autre époque. Autre époque, tiens Patrick Lemarié qu'on salue, hein, qui avec Jacques Villeneuve et avec Thibaut Larue et toute l'équipe de Feed Racing a organisé sa finale. Ça c'était la petite parenthèse, mais une école de pilotage super sympa pour les jeunes pilotes. Et Patrick Lemarié sera bien sûr dans quelques semaines, mois, années, je ne sais pas, dans Trajectoire. Ah Je vous ouais, le promets. carrément. Il y a des Ah bah trucs à oui, raconter, hein. ah bah oui, ah Il a bah. conduit des caisses. Il a conduit des Audi R8 au Mans. Non mais il a conduit des Formule 1, monsieur. Et ouais, non, mais je sais, ça fait partie des nombreux pilotes. Putain, ça mériterait un site ou un podcast dédié. Tu sais, Ah des tu vois? pilotes qui auraient dû être en F1. Tu Eh ben vois. mais pourquoi pas, tiens. Moi je te lance l'idée. Ah, parce que Des je veux dire, pilotes qui il y a des sont. pilotes il y a des pilotes où tu peux. Alors, Patrick Lemarié, je connais pas le détail, hein, je vais pas parler de lui, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des pilotes qui te racontent qu'ils ont failli, tu sais, c'est un peu Ouais. les ligaments croisés au football, quoi. J'étais à ça d'être pilote titulaire chez Prost Grand Prix ou chez Jordan à telle époque. Et puis t'as d'autres pilotes qui le racontent pas forcément, ou qui te le racontent, mais où tu peux vraiment avoir des infos, vérifier, et etc. Et alors Patrick Lemarié, je sais pas, hein, je dis ça, je rigole, Non, mais en mais vrai, je sais il m'en avait parlé un peu, et qu'effectivement, il y avait des liens. Enfin, c'était à deux doigts de se faire. Là, ah, pour le coup, moi, je pour le suis coup, je pense chaud. que c'était du solide, oui, oui. Non, mais pour faire un petit épisode là-dessus, je suis chaud. Et pas que des Français. Parce qu'il y a un certain Tom Christensen hein, qui aurait pu Ah aller en bah bien Formule 1 sûr. aussi. Avant sa superbe carrière en endurance. Donc voilà, pourquoi pas. Les pilotes d'endurance qui ont marché et qui étaient aussi en monoplace Et ceux qui extrêmement ont fait rapides. Parce que, ceux qui ont fait de la Formule 1, mais peu. Genre Yann Magnussen, tu vois. Ça, c'est des trucs ouais, pointards, quoi. non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, moi, ça me plairait parce que, tu sais, on dit toujours, ah, mais de façon assez nouvelle, les pilotes, maintenant, après leur carrière en monoplace, veulent aller en endurance. C'est pas du tout nouveau. Je veux dire, Alex Ah Wurz, non, bah il a fait non. ça. Ah oui, bien Après, il est sûr. retourné en F1 pour revenir en endurance, mais voilà, c'est tout à fait possible. Bon, ça fait la transition peut-être aussi sur des pilotes qui ont tout connu dans leur carrière et qui doivent dire stop. Ouais. Nicolas Lapierre, incroyable. Avant la fin de la saison du championnat du monde d'endurance, il a annoncé sa retraite. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah bah alors, je trouve ça bien qu'il arrête. Ah, bon, d'accord. Non, mais je trouve ça, et c'est impressionnant tout ce qu'il a réalisé. Non, je plaisante. Bon, on en avait déjà parlé plusieurs fois ici. Nicolas Lapierre, c'est un pilote qui a une carrière et un palmarès qui est incroyable. On va en parler un petit peu là, on va détailler, mais quand tu regardes les différentes épopées qu'il a vécues, t'es en train d'ouvrir des livres d'histoire de l'endurance. C'est incroyable. Passer notamment, moi je me souviens, j'étais à la présentation de la voiture de chez Oreca, l'Oreca 01. Tu sais, celle qui était avec la déco Mondrian à l'époque, en Ah oui. 2008-2009. Et donc Nicolas Lapierre, il a fait partie de cette épopée. C'était vraiment sa transition, parce qu'il avait déjà roulé avec Oreca la saison d'avant sur une saline, mais il a fait sa transition depuis la monoplace vers l'endurance en 2007-2008. Et après, voilà,
Il a gagné les 12 heures de Sebring, il a été pilote officiel Toyota pendant des années, 4 fois vainqueur en LMP2 aux 24 heures du Mans, enfin c'est quand même fou, homme fort de l'aventure Alpine, évidemment, et toujours présent chez Alpine, fondateur de sa propre équipe, enfin c'est incroyable, il a un palmarès de dingue. Après, voilà, je suis honnête, hein, je vais te le dire, c'est pas un pilote qui depuis des années m'impressionne par sa pointe de vitesse ou par... je pense qu'il a senti aussi que c'est peut-être le moment de raccrocher parce qu'il sent... Attends, il Bah finit voilà, sur un podium. il y a les jeunes qui arrivent, et voilà, il finit sur un podium. Enfin voilà, il a un super palmarès, mais je pense que bah, le moment est bienvenu, et surtout il est bien choisi, il est opportun. Il attend pas une fin de saison pour annoncer ça de manière un peu, tu vois, anonyme ou machin. Il annonce, en fait, tu sens que c'est une décision qui est mûrement réfléchie, Ouais. je pense, clairement prise et intelligente, parce qu'il va pas, il part pas en retraite les doigts de pied en éventail dans le sud de la France, hein. Je pense qu'on va encore plus le voir qu'avant, parce qu'il va être très impliqué, que ce soit chez Alpine ou dans sa propre équipe. Donc moi je trouve ça bien, ça sent le gars qui est pleinement conscient de sa situation et qui a envie de continuer de kiffer et qui fait le bon choix, quoi. Ah, c'est clair. Et puis, à un moment donné, hein, tu peux pas être au four et au moulin, comme on dit, tu peux pas être pilote, et team manager. Enfin, tu peux l'être un temps, mais après, c'est compliqué. Il a bien compris d'ailleurs cette année, hein, il roule plus chez Cool Racing, alors qu'il roulait en étant team manager. Ça rajoute des contraintes. Donc, Mhm. non, franchement, bon moment. Le podium est arrivé à point nommé à Ouais. Fuji, c'est fantastique. Et puis, comme tu dis, il attend pas la fin de saison. Donc, une fois qu'on aura titré, machin, etc., Kevin Estre, André Lauterer et, euh, Non mais qui c'est tu le t'y tiens troisième? vraiment. Et Nick Tandy, oui, bon, oui. Bon, ils sont titrés, c'est bon. J'ai dit Non, Nick Tandy, n'importe quoi. qu'est-ce que tu racontes L'autre, là? non, mais c'est Lorenzo Vantore. Ouais, voilà, l'auteureur Oui, Vantor et... j'étais pas loin. Et Kevin Estre, bien Voilà, sûr, c'est bien bien. sûr. Non mais c'est pour voir ce que Voilà. tu... Non, mais ce sont eux qui seront titrés. Bon, ça, vous l'aurez entendu ici, mais ça fait longtemps qu'on le dit. En tout cas, je trouve que le timing est bon. Et puis, bah, Nicolas Lapierre, c'est quand même 4 victoires en LMP2 aux 24 heures du Mans. Donc, voilà, ça pose un homme, comme on dit. Et puis, bah, des titres de Ouais, vice-champion en Européenne Le Mans Series. des victoires, pardon, je te coupe, mais des victoires à un moment aussi où, enfin, il a gagné sur une période. Attends, je me recale ça parce que je le dis de mes deux têtes, mais ouais, voilà, il a quand même gagné dans cette, moi je trouve, dans cette période intéressante du P2 où il y avait cette transition en 2015 chez KCMG. Donc on n'était pas encore avec la coupe Oreca, hein. On était certes avec une Oreca, mais une Oreca 05 qui préfigure Ouais. un peu la 07, mais la victoire avec KCMG, fallait la voir venir quand même. La victoire après avec Alpine, c'est 2 victoires consécutives. Enfin, ça c'était ouf. Et après, là, il a basculé sur quand il y avait les Oreca 07. Donc, bon, certes, c'est une Alpine A470, mais enfin bon, vous avez compris. Et là, 2 victoires encore. Non, c'est un truc de fou quand même d'avoir enchaîné autant de victoires en si peu de temps. Et entre les deux, bah, en fait, il y a son retour chez Toyota Ouais, pas un peu couronné de foiré, succès. un peu Mm. foiré en 2017, où là, il y a un abandon avec des images magnifiques. Aïe, terribles images. Ouais, c'est pas ce qu'il faut retenir de sa carrière. Non, mais franchement, excellent pilote et ouais, j'espère que tu l'auras un jour dans un épisode de Trajectoire parce que, à mon avis, il a plein de trucs à raconter. Comme tu disais, de la victoire à Macao, de tout ce palmarès en endurance. J'aimerais beaucoup en savoir plus. Ouais, et ben je suis d'accord. Donc voilà, et ben bonne retraite Nicolas, même si on sait que la retraite ne Ouais, sera de courte durée, parce carrément. que faut se mettre au boulot de toute façon avec Cool Racing et avec Alpine. Donc c'est du coup Jules Gounon, hein, qui le remplace. On ne sait pas encore l'équipage, mais je pense qu'il sera avec Mick Schumacher et avec Mathieu Vaxivière. Ah, mais J'ai pas j'adorerais. j'ai pas eu l'info. J'ai pas eu l'info, mais je pense en tout cas que ce sera cet équipage. On Je va suis pas toucher impatient de ça. Je suis à la voiture impatient de 35. voir Jules Gounon Ouais, sur une full season comme ça derrière le volant d'une Alpine. En plus, avec tout ce qu'on voit, l'évolution récente d'Alpine, on voit que le projet monte vraiment super. Et j'ai vu que Alpine, là, la marque, le constructeur, a mis des ronds aussi chez Signatech. Donc ça, c'était oui. apparemment c'était officieux depuis le début de l'été. Et là maintenant, c'est confirmé. Ce qui a l'air de donner quand même pas mal d'air à Philippe Sino. En gros, j'ai vu une déclaration, il explique que maintenant il a 4 à 5 ans de vision au niveau financier, tu vois. Ah, C'est c'est aussi bien. un élément hyper important, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été indépendant, qui reste indépendant. Ils ont pas racheté 60% du truc, hein. Alpine, ils ont d'autres choses à faire, trouver des moteurs notamment pour la Formule 1. Mais Aïe. ils ont mis des ronds, mais lui, il reste indépendant, mais en tout cas, il a expliqué, et ça se sent que ça lui apporte une plus grande vision, et on sait que c'est hyper important dans ce milieu du sport auto,
si tu sais que pendant 4-5 ans, tu vas pas aller chercher de l'argent, tu vas pas être obligé d'aller boucler des budgets un peu à l'arrache et que tu peux avancer, et qu'en plus tu peux construire par exemple avec un Nicolas Lapierre qui va passer dans l'encadrement, avec un Jules Gounon qui va être full focus derrière le volant si Mercedes AMG le libère ou l'autorise, moi je pense qu'il y a de belles choses qui vont arriver chez Alpine. J'étais hyper critique sur le début du projet, Ouais. et là je vois que sportivement, le sportif a pris le dessus sur Voilà, la communication. Non mais oui, mais c'était pas gagné, enfin, c'est vrai. je continue à affirmer que Ce toute qui la n'est pas le cas communication en chez Formule 1. Alpine, ouais, la com chez Alpine, ça a quand même longtemps été tourné autour des influenceurs et machin. Bah on le voit, hein, c'est bien la poudre aux yeux, mais maintenant ils vont même plus fabriquer leur putain de moteur, donc en Formule 1. Oui, C'est quand oui, même fou, oui, bah, enfin, qu'est-ce que tu veux. je trouve ça fou. Mais là, en tout cas, en endurance, les choses s'imbriquent plutôt bien. Et bah ouais, j'ai envie que ça gagne, tu vois. J'ai envie Ouais, ouais. qu'Alpine aille au plus haut. Et voilà. Et ben moi aussi. Et franchement, bon, on sait que Mercedes et Alpine ça marche bien, hein, je fais référence à la F1, mais Mhm. Jules Gounon est un produit Mercedes qui roule donc avec Alpine. Donc pourquoi pas à Et voir donc à qui sait, Bahreïn. ouais, J'aurai ouais. l'occasion. Alors c'est pas encore mon actu proche. Mais je le dis, je tease, j'aurai l'occasion de commenter la course des 8 heures de Bahreïn sur Eurosport. Merci Eurosport, incroyable, je suis trop Ah bah content. bien, bah ouais, carrément. Voilà. Tu sais pas Donc avec qui en relais, comment, si qui. Ah, normalement, attention, normalement, j'ai eu des infos, monsieur, hmm. avec Gilles Della Posta, avec Ouais, Nathanaël Berton et ok, avec Paul Belmondo. ok. Donc voilà, un quatuor. Mais je suis trop content. Franchement, ça m'a été annoncé là, il y a 2 jours. Donc voilà, je le dis en exclu dans l'Endurance Club. Eh bah écoute, je pense qu'au niveau endurance, t'as une solide connaissance que tu exposes, que tu nous Ben, je balances comme crois que ça de au plus en visage chaque plus. semaine Non mais, avec Endurance non mais Club, donc. non. Tu vois. Ah si, Non non, mais mais je crois que c'était écœurant, monsieur, c'était écœurant. c'est écœurant, monsieur, surtout le LMP3. Mais non, c'est surtout que je pense que chez Eurosport, on s'en rend compte, enfin j'espère, parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup commenté de courses d'endurance chez eux. J'ai eu Ok. commenté pour la chaîne L'équipe, j'ai commenté pour Motors TV évidemment, hein, c'est sûr, pendant des années. Et puis bah depuis le LMS, c'est sûr que ça se concrétise. Voilà, bon, c'est quoi ton actu, toi? Tu vas Ah, nous parler d'un projet secret? oh, la Comment ça se vache. passe? En plus, alors, attends, parce que, oui, alors, oui, monsieur, non, j'ai un, ah, attends, comment j'organise ça? Faut que ça soit un peu structuré. Alors, en vrai, je dis d'abord les choses concrètes que je peux vous dire. Il va peut-être falloir arrêter de m'appeler le rédacteur en chef d'Endurance Mag, puisque Ah bon, mince. Endurance Mag, il est pas en mort clinique, mais c'est pas là où je suis le plus actif, on va dire. Ça va revenir, il y a des trucs qui sont en cours, il y a notamment Nicolas Pasquale, qui est un rédacteur qui bosse beaucoup dans le monde de la moto, et qui m'a fourni des articles, qui m'aide un peu, et qui a fait des sujets très intéressants qui vont arriver sur Endurance Mag, Ouais. notamment sur pourquoi la Cadillac en hypercar fait un bruit très caractéristique, où il a été vraiment chercher des données, des datas, des trucs vraiment au niveau mécanique pour comprendre. C'est passionnant, donc ça va pas tarder à arriver. Et moi, je vais reprendre un petit peu la main aussi. Mais je suis en train de relancer un peu tous mes sites dans les bagnoles, donc je pense que tu pourras me présenter comme rédacteur spécialiste de l'endurance, tu vois, parce que du coup, j'ai relancé Groupe C, on en a déjà parlé, et j'ai eu quelques messages d'ailleurs là-dessus, de gens qui veulent me filer des photos, donc ça, c'est super gentil. Trop bien. Et puis je relance aussi Classic Auto. Donc ça s'écrit classic-auto.fr, CLA2SIC. Que voilà, que je fais revivre aussi parce que j'ai un petit intérêt autour de ça et j'ai des projets. Donc voilà, mon actu c'est ça. Et par contre, j'ai un projet secret, mais ça je vais t'en parler quand on va couper le micro. Parce que bon, c'est pas signé, mais il y a peut-être un truc. Et là par contre, ça nous concerne vraiment. C'est un truc Oh, tous les 100% deux? endurance qui peut arriver vite. Oh. Ça peut être sympa, tu vas voir. Bon, bah je suis pas au courant, mesdames et messieurs, hein, donc Non, c'est voilà, vrai. je l'apprends en même temps. Et non, mais voilà, en tout cas, l'idée c'est que je vais balancer de plus en plus d'articles en lien avec les voitures d'endurance, les histoires de l'endurance, mais ça sera pas que sur Endurance Mag. En fait, l'idée c'est d'avoir. J'ai plusieurs sites. Moi, mon métier c'est d'être rédacteur et d'être créateur de sites internet. Et donc, l'idée c'est pas seulement d'écrire que sur Endurance Mag, parce que Endurance Mag, ça vous échappe pas, mais il y a une concurrence quand même assez féroce dans le monde de l'endurance. Et puis moi, j'arrive pas à me buter, à écrire que là-dessus. Donc, je peux pas faire comme Endurance Info, comme Endurance 24, tu vois, je cite les concurrents. Je peux pas me buter toute la journée à faire ça. Donc moi, j'ai besoin d'écrire sur d'autres choses. Donc là, tu vois, sur Classic Auto, hier, il y a un article sur la Renault Fuego. Et c'est vrai, en plus, hein, c'est pas une blague. Tu vois. Voilà. Et puis sur groupe C.fr, il y a un truc complet qui arrive sur la Jaguar XJR9.
J'aime bien un peu passer d'une chose à une autre et pas Ah être oui. full focus, Ah quoi. bah là, passer de la Fuego à la Jaguar XJR9, faut se mouiller la nuque. Ah mais moi j'adore, hein, voilà, c'est un peu, je suis électron libre là-dessus, quoi, tu vois. Cela dit, le credo de Endurance Mag, comme tu as cité Endurance Info et Endurance 24, où là vraiment il y a vraiment de l'info pure et dure, De l'actu en continu, ouais. voilà, et ça c'est génial aussi, et c'est vraiment des sources d'informations sympas, et bravo pour le travail que vous faites les amis, voilà, c'est sympa aussi de parler des concurrents qui n'en sont pas vraiment en fait. Mais sur Endurance Mag, t'es plus dans le côté décryptage aussi d'une situation, et je trouve ça intéressant comme point Ouais, de vue, mais si Nicolas peut t'aider, ça serait parfait, voilà. c'est Essayez toujours ce de que j'ai faire. voulu faire, c'est pas être un contre-pouvoir, mais souvent je fais l'opposé d'Endurance Info, c'est-à-dire que je sors pas 10 articles par jour si tu veux savoir vraiment, mais j'en plaisante, hein, mais si tu veux vraiment savoir tout ce qui se passe dans le monde de l'endurance, quelle voiture a changé de livrée, quel pilote va courir en tel truc, c'est vrai qu'Endurance Info c'est incroyable, donc j'ai même pas envie de lutter là-dessus parce que ça m'intéresse pas, c'est hyper complet, enfin il y a Sportscar 365 que moi je lis beaucoup en version US, mais sinon c'est vrai que c'est une source d'infos incroyable, donc plutôt que de singer ce qui sait, bah écoute, je préfère apporter ma touche complémentaire, je pense, à ma modeste C'est beau. échelle, quoi. Bon, j'ai assez parlé de moi et toi, alors c'est quoi ton actu? C'est beau. Mais j'ai pas trop d'actu en fait, tu Ah vois, bah pour non, une bah fois. quoi? Non, si, il y a toujours trajectoire parce que je suis tellement fier et content et heureux, et je sais pas ce qu'on peut dire, d'avoir pu rencontrer Jean Ragnotti, d'avoir pu rencontrer Sarah Bovy. Et donc là, il y a un entretien cette semaine avec Sarah qui nous raconte tous ses débuts, ses galères. C'est incroyable. Au début, elle n'avait pas compris. C'est-à-dire qu'elle elle me connaît, hein, évidemment. Mais elle se dit, oh, on va faire un podcast d'une demi-heure, quoi, une demi-heure, une heure. Et en fait, quand elle commence à raconter rapidement ses aventures, je lui dis non, mais Sarah, tu peux expliquer et tout. Bon, du coup, on a parlé 5 heures. Ah oui, d'accord, merci. Donc, elle a compris que voilà, c'était un vrai partage. Et moi, c'est ce qui me plaît dans Trajectoire. Et c'est ce qui, j'espère, pourra vous plaire aussi. Voilà, on est là pour faire de l'exhaustif et pour retracer le parcours de personnalité du sport méca en général. Et de pouvoir leur rendre hommage. Donc voilà, Sarah Bovy, et puis de belles surprises aussi sur les semaines à venir. Donc voilà, il va y avoir quelques pilotes de moto, quelques pilotes auto également. Je vais aussi reprendre mes skieurs. Alors je sais que c'est pas toujours la Ouais, came de tous les auditeurs, mais c'est quelque chose qui me plaît aussi de faire ce lien entre les différentes disciplines. Donc voilà, je reste actif. C'est pas facile de trouver du temps et de trouver des intervenants qui sont dispo aussi, aux dates où je le suis. Donc voilà, trajectoire continue. Et puis ce week-end, je vais à Dijon pour l'Historic Tour, enfin en tout cas le Dijon ok. Motors Cup. Donc il y aura de belles autos, ça va parler endurance classique, ça va aussi être une démonstration de Formule 1. Enfin voilà, si vous êtes à Dijon et que le podcast sort suffisamment tôt, eh ben Ouais, n'hésitez pas à venir samedi dimanche pour le Dijon Motors Cup. Ça sera un partage très sympathique. ok, bah ça va, pour quelqu'un qui a pas trop d'actu, finalement, ça va. Ah oui, d'accord, bon ok. Et puis la semaine prochaine, bah, on reviendra sur Petit Le Mans et surtout la présentation de cette épreuve IMSA. Parce que Ouais. oui, j'aurai aussi l'occasion la semaine prochaine de commenter Petit Le Mans sur Automoto, la chaîne. J'espère en tout cas, j'ai pas eu la confirmation officielle. Ça se trouve, vous l'entendez ici, vous allez pas m'entendre là-bas, vous allez se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc bon, normalement, je commente. Eh bah écoute, cool. Ouais, parce que l'année dernière, tu ne l'avais pas fait, je crois. Non, c'est vrai, mais c'était de ma faute, j'étais pas dispo. Ah, Donc voilà. voilà, c'était pas un choix de la part de la chaîne. Tant mieux, heureusement, j'ai pas été blacklisté. Bon, ça va. Bon, merci beaucoup en tout cas Geoffroy, merci à toutes et tous aussi de suivre attentivement et d'écouter chaque semaine. Je sais pas si c'est religieusement, mais en tout cas vous écoutez de façon active et vous nous faites de bons retours. Donc bah, on en est ravis. Voilà, l'Endurance Club c'est chaque semaine, vous le savez, plus ou moins le mercredi, jeudi. Hein, voilà, Ouais, on oui, essaye voilà, de. c'est ça. Oh, c'est toutes les semaines. Hein. Après, voilà, des fois c'est le mardi, des fois c'est le jeudi. Bon, Parfois on ouvre les c'est mercredis, parfois on ouvre le jeudi, messieurs, dames. voilà, voilà, monsieur, dame. Faut se renseigner sur les réseaux sociaux. Non, mais même pas, parce qu'on on l'annonce même pas. Mais en tout cas, vous le savez, quand ça pop dans votre plateforme d'audio préférée, d'écoute préférée, c'est parfait. Ou sur YouTube, parce que là aussi, on met les épisodes sur YouTube. Donc, bon, c'est pas facile de se faire référencer. Mais on compte sur vous, mesdames et messieurs, pour partager, pour mettre des likes, pour mettre des étoiles sur les plateformes et pour en parler autour de vous. Parce que voilà, on est tous passionnés d'endurance et on a tous envie de faire grandir ce monde de l'endurance qui nous plaît tant. Bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Geoffroy? Allez, rendez-vous est pris semaine prochaine. Salut à tous et passez un bon week-end, passez une bonne fin de semaine et on se retrouve pour la présentation de Petit Le Mans. Salut!